Oui, oui, ça y est, je vois tout le monde. Ah, super. Bonjour Anna, J'ai tu décidé de... m'entends? Ah, oui. Bonjour à tous, ici Anaïs Marin, conseillère des Français de l'étranger sortante pour la Pologne et membre d'Europe Écologie Les Verts qui nous a gentiment permis d'utiliser son outil et sa liste de contacts pour vous inviter à ce webinaire pour commémorer les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Donc, je laisse les personnes nous rejoindre. J'espère qu'il n'y a pas de soucis techniques. De mon côté, avant de passer la parole à nos intervenants, donc nos panélistes, je voulais faire une petite introduction. Déjà expliquer que ce webinaire est en principe donc enregistré et que l'enregistrement, la vidéo sera mise en ligne sur le site d'Europe Écologie Les Verts hors de France, donc pour la circonscription Europe centrale. Euh, Si vous avez des questions au fur et à mesure, donc des interventions, je vous invite à les poser dans le chat, le Q&A, ou à lever la main pour demander la parole. On va essayer de garder au moins 30 minutes à la fin pour les questions-réponses. Donc, c'est une réunion qui ne se veut pas formelle ni académique, mais plutôt pour porter des regards croisés sur ce que j'ai appelé les enjeux démocratiques liés au nucléaire civil en contexte autoritaire ou de guerre. Parce que ce 26 avril donc, marque le 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, qui est la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité. Ses effets délétères sur la santé humaine et l'environnement continuent de se faire sentir sur place et bien au-delà, mais nous avons voulu placer ce séminaire non pas sous l'angle du pour ou contre le nucléaire, mais plutôt sur celui de la transparence démocratique et du contrôle citoyen, car s'il est un enseignement à tirer de cet accident, c'est bien que des dommages auraient pu être évités si seulement l'information avait circulé plus librement, à l'intérieur du régime soviétique, bien sûr, mais aussi au-delà de ses frontières. Et Tchernobyl symbolise, selon moi, en effet, la manière dont un régime autoritaire, comme celui de l'URSS à l'époque, gère un accident de ce type. Nier d'abord, minimiser ensuite. Et la population n'a été ni informée ni protégée à l'époque. Les habitants des régions contaminées ont continué à vivre et consommer du lait, des baies, des champignons issus des zones contaminées par les retombées radioactives, faute d'alternatives parfois, mais souvent aussi faute d'accès à la vérité sur les risques qu'ils faisaient encourir à leur santé. Galia Ackerman, qui s'exprimait sur une émission sur France Inter hier, nous racontait le nombre de jours et de semaines qu'il a fallu avant que Gorbatchev prenne la parole et que les gens, alors que même que les gens avaient déjà été évacués des abords de la centrale, personne ne savait en fait en URSS qu'il y avait eu cet accident. Et en Europe aussi, il a fallu que les autorités suédoises notent une augmentation significative des taux de radiation, de pollution atmosphérique et de la présence de ces particules radioactives sur leur territoire pour que l'alerte soit donnée et qu'on demande des comptes à l'URSS. Et aujourd'hui encore, qui sait que si la demi-vie du césium-137 est de 30 ans, cela signifie qu'après cette période, seule la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés et qu'il faudra donc environ 300 ans pour que la radioactivité d'un dépôt de césium-137 disparaisse totalement. C'est des choses qu'on nous a un petit peu cachées aussi en France, on y reviendra peut-être. Euh, Comme vous vous souvenez, peut-être ça pourrait être un mème aujourd'hui, le nuage radioactif de Tchernobyl se serait soi-disant arrêté à la frontière, enfin, grâce à un anticyclone qui aurait fait qu'on n'aurait pas été contaminé. Moi, j'étais petite à l'époque, mais je me rappelle on vivait sur la Côte d'Azur. Mon père avait beaucoup regretté que ce jour-là, on ait fait une balade en scooter et puis il avait plu. Donc, en fait, on a été très, très exposés. L'accident de Tchernobyl, il a aussi eu des conséquences politiques considérables. Les experts considèrent, comme l'a affirmé en son temps Mikhail Gorbatchev, que la catastrophe a fait céder la première digue qui a conduit en 91 à l'effondrement de l'URSS. Pour la première fois, le régime a fait face à une vraie demande de glasnost, à laquelle il a que partiellement répondu,
taisant le reste, et il s'est contenté d'une sécurisation à minima des nombreux autres réacteurs du même type que celui du réacteur 4 qui a explosé à Tchernobyl, à type RBMK. À l'international aussi, l'accident a accéléré l'adoption de conventions qui consacrent certains principes auxquels les partisans de la démocratie et des droits de l'homme ne peuvent qu'être attachés. Je pense évidemment à la convention d'Espoo, dite donc convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui a été adoptée donc en Finlande en 1991 par la plupart des pays européens, à l'exception notable de la Russie. Et cette convention, elle oblige les États à informer leurs voisins de leurs projets industriels ou d'infrastructures qui pourraient avoir des impacts environnementaux négatifs pour eux, et ce, dès le stade de la planification. Et donc, les États signataires s'engagent non seulement à notifier aux pays en question les projets à l'avance, mais ils doivent aussi les associer à l'évaluation de cet impact environnemental. Et le public des pays potentiellement affectés doit aussi être impliqué et pouvoir se prononcer. D'ailleurs, c'est cette convention qui est invoquée aujourd'hui par l'Allemagne ou l'Italie ou la Belgique à l'intention de la France, qui a donc prolongé la durée de vie de certaines de ces centrales nucléaires sans vraiment notifier, comme il aurait dû le faire, ses voisins. Et dans le prolongement de la Convention d'Espoo a été adopté en 1998 un autre accord international majeur en fait, pour la démocratie environnementale qui lie la protection de l'environnement aux droits de l'homme. C'est la Convention d'Aarhus, j'espère que je le prononce bien, donc c'est une ville du Danemark, et qui fait de l'information environnementale en fait un pilier du droit en Europe, parce que de nouveau, c'était une convention qui est principalement ouverte à signature pour les pays européens dans le cadre de l'ONU pour la région. Et donc, il consacre trois principes. L'accès à l'information. Les autorités ont obligation de collecter et de diffuser les informations environnementales et de répondre aux demandes des citoyens. Deuxième principe, la participation justement du public, des citoyens, des associations qui doivent être consultées et impliquées lors de l'élaboration de projets, de plans ou de politiques qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Et troisième principe, l'accès à la justice, à savoir que le public peut introduire des recours juridiques si ses droits d'accès à l'information ou de participation sont ignorés ou pour contester des décisions qui ne respecteraient pas le droit de l'environnement. 40 ans après l'accident de Tchernobyl, Moscou, lui, n'aime toujours pas la transparence. Le pouvoir russe continue de dénigrer les organisations internationales comme l'AIEA, de contester les conclusions des scientifiques étrangers, d'empêcher ses citoyens de se renseigner. Le régime de Poutine semble avoir plus de mal encore que celui de Gorbatchev il y a 40 ans à endosser ses responsabilités. Et on peut d'ailleurs considérer qu'il y a une attitude irresponsable vis-à-vis du site de Tchernobyl. Lucas Manget nous en parlera. La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine depuis 2022 a ravivé la crainte d'un accident supplémentaire. Et les nouvelles du front seraient plutôt inquiétantes, hein, puisque le sarcophage était ajouté pour protéger le cœur du réacteur 4 des plus intègres apparemment. Donc on pourrait se poser la question des conséquences potentielles. Ce webinaire va se pencher précisément sur ces problèmes que pose cette culture du secret, de la rétention d'informations, et parce que ce qui nous interpelle au-delà des séquelles directes de l'accident, hein, qui se font toujours sentir, surtout pour les Ukrainiens et les Bélarusses, c'est le fait que le nucléaire civil demeure hors du contrôle citoyen. Et plus les libertés fondamentales et les droits humains sont bafoués dans un pays, moins ses dirigeants seront inclins à la transparence concernant ces installations nucléaires. Le Bélarus continue de nier la catastrophe, de dénigrer les scientifiques et les lanceurs d'alerte qui documentent ses conséquences et de réprimer les écologistes qui entretiennent la mémoire de ce qu'on a appelé les liquidateurs, ceux qui ont sacrifié leur vie pour arrêter l'incendie en avril 86. Et chaque 26 avril au Bélarus, c'est l'occasion de marches pacifiques à leur mémoire et qui sont systématiquement suivies d'arrestations arbitraires. Et ceux qui se sont opposés à la construction d'une centrale nucléaire au Bélarus, donc la première, en 2010, la centrale d'Astraviet, ont connu le même sort. Là encore, les pays voisins ont protesté, mais en vain. La Lituanie, en effet, a estimé que le Bélarus a violé la convention d'Espoo à différentes étapes de la planification et de la construction de cette centrale, qui se trouve tout près de la frontière lituanienne. Et pire, une fois que le Bélarus a été épinglé par les instances internationales pour ses violations répétées des droits des associations de protection de l'environnement,
comme Ecodom. Je pense qu'Anna Valinette nous en parlera. Le régime autoritaire de Loukachenko, lui, a opté pour une solution radicale. En 2022, il a purement et simplement dénoncé la Convention d'Aarhus. Donc, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. J'espère avoir posé un cadre qui ne va pas être trop contraignant et qui va nous permettre de débattre et d'élargir notre vision des différents problèmes, puis surtout donc de ne pas se trouver embarqué dans des discussions sûrement assez stériles pour ou contre le nucléaire. Le nucléaire, c'est vraiment une idée pour ou contre la démocratie. Bon, nous, évidemment, on y est attachés et c'est pour ça que je voulais marquer le coup aujourd'hui et je remercie beaucoup donc, nos intervenants. Euh, je vais donner la parole maintenant à Lucas Manget pour son retour d'expérience, retour de terrain. Il est l'auteur d'un reportage qui a été diffusé sur Arte, que j'espère que vous avez tous eu l'occasion de visionner. Et donc, Lucas, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez voulu montrer avec ce reportage, de ce que vous avez peut-être nous raconter, peut-être ce que vous n'avez pas pu montrer, ce que vous n'avez pas pu filmer, et voir avec vous et écouter voilà, ce que ça évoque pour vous, ce lien entre le nucléaire civil dans notre région, dans notre voisinage oriental, et la question donc de la démocratie, de la transparence, du contrôle citoyen des droits humains. Merci, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors moi, je suis pas sûr d'avoir des compétences en matière comment dire de démocratie, mais en revanche, voilà, je suis reporter de guerre depuis une trentaine d'années. J'ai couvert beaucoup de zones de conflit, beaucoup au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Afrique, et évidemment depuis 4 ans, je me rends très régulièrement en Ukraine. Je m'étais aperçu que l'accident, enfin ce qui est considéré comme un accident, c'est-à-dire le drone qui a frappé l'Arche en février 2025, il y a donc un peu plus d'un an, était passé relativement inaperçu, y compris en Ukraine. Les autorités ukrainiennes en ont parlé, mais n'ont pas cherché beaucoup comment dire, à rendre cette histoire dramatique. Mais ça m'intéressait d'essayer de voir, évidemment, à l'occasion du 40e anniversaire, d'essayer d'aller faire un reportage à Tchernobyl, dans la zone de Tchernobyl, la zone d'exclusion. Et j'ai eu toutes les autorisations, pas tous les accès, je vais y revenir, mais toutes les autorisations pour y aller. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de voir effectivement ce qui s'était passé enfin depuis l'invasion à grande échelle. J'ai donc demandé aux autorités ukrainiennes un laissez-passer pour la période la plus large possible. J'ai obtenu le maximum, c'est-à-dire 4 jours et 4 nuits dans la zone d'exclusion et 2 jours dans la centrale elle-même. C'était évidemment extrêmement intéressant. Alors, le reportage est toujours disponible si vous l'avez pas vu, il est sur la plateforme d'Arte Reportage. Il y a plusieurs choses sur Tchernobyl. En ce moment, il y a des documentaires long format qui sont excellents. Moi, c'est vraiment un reportage de 28 minutes. Moi, je suis spécialiste de l'actualité, donc c'est pas un reportage analytique, mais plutôt de description de ce qui s'est passé. Il y a 2 phases importantes depuis le retour de la guerre à grande échelle, comme disent les Ukrainiens. C'est d'une part la période de l'invasion, les premiers jours de l'invasion, donc c'est ce qu'on a essayé de raconter à travers un certain nombre de témoins. Quand en fait, les Russes sont entrés via la Biélorussie, une des portes d'entrée de l'Ukraine la nuit de l'invasion a été par la Biélorussie, et donc sont rentrés directement dans la zone de Tchernobyl. Ils sont rentrés dans la zone d'exclusion et ils sont rentrés dans le périmètre de la centrale. Ils sont arrivés aux petites heures du matin avec des chars et des tanks et des unités qui étaient d'abord assez surprenantes, y compris pour les Ukrainiens, ils avaient très peu d'affaires et surtout leurs uniformes de parade, puisqu'ils étaient convaincus, on les avait convaincus plus exactement, que tout ça n'était qu'une affaire de quelques jours et que comme Tchernobyl est tout proche de Kiev, il suffisait de prendre la centrale et qu'ensuite ils aillent à Kiev pour prendre le Parlement et parader devant le Parlement. Et donc ils étaient, d'après les récits que j'ai eus, très détendus. Il s'est passé autre chose d'intéressant, c'est que les Ukrainiens donc il y avait quelques barrages de l'armée ukrainienne, mais qui n'ont pas tenu, qui étaient des barrages à l'entrée de la zone d'exclusion, qui n'ont pas tenu à ce moment-là. Et donc les militaires russes sont arrivés directement au pied de la centrale, et il y avait le shift de nuit des Ukrainiens qui étaient là. Il y a en gros 1000 personnes le jour, 1000 personnes la nuit qui travaillent dans la centrale. Et ils sont arrivés et les Ukrainiens les ont convaincus, disent-ils, hein, sans grande difficulté, que c'était extrêmement dangereux,
qu'il fallait les laisser travailler, que eux ils ne faisaient pas ni de politique ni la guerre et qu'ils ne s'opposeraient pas à l'occupation de la centrale à une condition, c'est que les Russes ne touchent à rien, ils ne touchent aucun bouton. Et en fait, ce qu'ils expliquent et qui est en fait relativement touchant, d'une certaine manière, c'est que les Russes comme les Ukrainiens ont eu très vite conscience, enfin les Russes ont eu conscience en arrivant de la sacralité du lieu. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, soldats russes comme ingénieurs ukrainiens, des enfants de Tchernobyl. Ils ont tous, en gros, des gens de ma génération, donc moi j'ai 51 ans, c'est des gens qui se souvenaient tous de ce qui s'était passé. Quelques jeunes militaires russes n'avaient aucune conscience de là où ils étaient, mais la plupart des officiers savaient très bien. Et en fait, il s'est passé dans cette occupation de Tchernobyl qui a duré 3 semaines, une sorte d'union sacrée dont les Ukrainiens parlent volontiers en disant ça s'est bien passé globalement. Alors, ça a été compliqué pour d'autres raisons parce qu'ils sont allés essayer de prendre des souvenirs et donc de déterrer des choses dans les rues de Pripyat, malgré le fait que les Ukrainiens leur disaient de ne pas le faire pour cause de dangerosité radioactive de ce qui. Les soldats russes sont souvent dans plein d'endroits où ils passent obsédés par l'idée de prendre des souvenirs. Et donc, ils voulaient des souvenirs de Tchernobyl et de la zone de Tchernobyl. Donc ça, ils ont fait des choses assez dangereuses. Et puis en fait, pas m'étendre et pas vous raconter ça trop longuement, mais les militaires russes ont fini par partir tout simplement parce que la contre-offensive ukrainienne a fonctionné. Vous vous souvenez peut-être qu'à ce moment-là, c'est au moment où il a fallu quelques jours puis quelques semaines pour que vraiment la contre-offensive se mette en place. Et ils ont coupé les routes d'approvisionnement entre les différentes unités russes. Et du coup, l'unité qui avait pris Tchernobyl s'est retrouvée enfin, a eu peur de ne plus avoir suffisamment de fuel pour les tanks et donc à rebrousser chemin, sans qu'il y ait le moindre combat. Il y a eu quelques tirs, il y a des images de tirs quand ils sont entrés dans la zone d'exclusion, mais autour de la centrale, il n'y a pas eu de tir. Donc ça a été une cohabitation avec en plus, et ça c'est quelque chose que je montre dans le reportage, j'ai eu accès à des images assez exceptionnelles, parce qu'il se trouve qu'il y avait dans la zone de la centrale, cette nuit-là, 4 jeunes fanatiques d'urbex. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces sports de découverte de lieux soit dangereux, soit inaccessibles. Et il y avait 4 jeunes Ukrainiens qui s'étaient retrouvés, qui étaient dans un immeuble de Pripyat, qui ont été aux premières loges parce qu'ils voyaient tout ce qui se passait, mais qui ont pris peur et qui sont allés dans la centrale. Et le patron, le directeur de la centrale de Tchernobyl les a accueillis en leur disant, par contre, faites bien attention, les soldats russes tolèrent notre présence, nous, d'ouvriers de la centrale, mais toute intrusion est interdite. Donc il les a déguisés en ouvriers, enfin pas en ouvriers, comment on appelle ça, en cuisinier, en cuistot, en apprenti cuistot, dans la cantine de Tchernobyl. Et donc ils ont pu passer ces 3 semaines en toute sécurité grâce au personnel de la centrale de Tchernobyl qui n'a jamais dit qu'ils étaient des intrus, mais qu'ils étaient des jeunes cuistots. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont donné beaucoup d'images que vous pouvez voir dans ce documentaire. L'autre grand événement effectivement lié à la guerre, et le plus récent, c'est cette frappe de drones russes. Je crois que c'est le 24 février, je dis peut-être j'ai plus mes notes pardon, sous les yeux, mais je crois que c'est le 24 février 2025, vers 2h30 du matin. Un drone s'est fiché littéralement à 87 mètres de hauteur dans l'arche de protection des. En fait, techniquement, c'est l'arche qui protège les déchets radioactifs issus du réacteur numéro 4, parce que le réacteur n'est pas à cet endroit-là, il est un petit peu plus loin, mais ces déchets ont été bougés et 40 entreprises, institutions et pays ont cofinancé cet ouvrage qui est un ouvrage assez unique au monde, hein, qui a coûté 2 milliards et demi de dollars ou d'euros, de dollars, je crois, à construire. Ça a été construit entre 2016 et je crois que le début de la construction date de 2012. Les premiers chantiers datent de 2012 et ça a été officiellement inauguré en 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que cette arche a été conçue pour résister à tout, c'est-à-dire des températures extrêmes. Moi, quand j'y étais, là, j'étais au mois de février dernier, il faisait -30. L'été, il peut faire jusqu'à 40 degrés dans cette zone de Tchernobyl. Donc, elle a été prévue pour résister à des écarts de température gigantesques, à des tornades, à des inondations. Mais étrangement, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir, personne n'avait imaginé le risque de guerre. Alors, ça peut paraître absurde aujourd'hui. Ça l'était pas forcément en 2012, c'était avant Kiev et avant Maïdan, donc il y avait une hostilité rampante, on va dire, entre Russes et Ukrainiens, mais il n'y avait pas de conflit armé. Et donc, on n'avait pas imaginé la construction de cette arche. J'ai parlé à quelques ingénieurs qui disaient, bah, ça n'a jamais été mis dans le,
comment dire, dans la feuille de route de fabrication de l'arche. Donc cette arche que vous avez tous vue, voilà, a été frappée par un drone en pleine nuit. Dans le documentaire, vous pourrez voir, il y a les images, j'ai récupéré les images de surveillance, des caméras de surveillance de la centrale. Et fort heureusement, c'est un miracle, le drone s'est fiché à un endroit en dessous duquel il y avait une sorte de plateforme élévatrice qui a évité que le drone touche ou n'explose sur les déchets radioactifs. Là, ça aurait été, au conditionnel évidemment, enfin, de nouveau une catastrophe d'ampleur mondiale, puisqu'il y a à l'intérieur de cette arche, je suis absolument pas scientifique, je ne suis que réalisateur et journaliste, mais on me dit, et c'est impossible à vérifier, qu'il y a 650 fois la puissance atomique d'Hiroshima dans ces déchets radioactifs. Je ne sais pas si ce chiffre est exagéré volontairement ou pas, ou s'il est réel. En tout cas, tout le monde sait qu'il suffirait d'une explosion à l'intérieur pour que ce soit une catastrophe. Rapidement, le drone, en fait, n'a pas vraiment, heureusement, la charge n'a pas explosé, mais ça a brûlé. Et donc, l'intérieur de l'arche est une zone de confinement d'air qui était faite pour garder vraiment la structure étanche. Donc, il y a une zone sans air, il y avait une zone sans air entre deux couches. Cette zone-là a pris feu sur 60% de la surface de l'arche. Et donc j'ai eu la confirmation, et je pense que j'étais à peu près le seul média à l'avoir officiellement de la part du directeur de la centrale, que l'arche n'est plus étanche. Le dôme, l'arche, peu importe comment on l'appelle, ne remplit plus ses fonctions étanches. Alors il n'y a pas eu de catastrophe, mais ce que disent tous les spécialistes de la région, c'est qu'il suffirait qu'il y en ait un autre ou un missile qui tombe même à côté et qui fragilise la structure, qui provoque un mini-séisme militaire. C'est-à-dire, il suffit quand un missile explose au sol, même sans frapper de bâtiment, il crée d'intenses vibrations et secousses telluriques, ce qui fait que l'arche pourrait être encore plus fragilisée, voire s'effondrer. Ce qui est, et j'en termine là-dessus, ce qui est absolument sidérant dans l'histoire de Tchernobyl et ce que j'ai découvert là, c'est qu'en fait, beaucoup des drones qui sont tirés sur Kiev passent au-dessus de Tchernobyl. Il faut savoir que Tchernobyl ne produit, enfin, vous le savez sans doute tous, mais moi je l'ai beaucoup redit, ne produit évidemment pas d'électricité. Le dernier réacteur a été arrêté il y a une vingtaine d'années déjà. Mais en revanche, Tchernobyl a besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir assurer le refroidissement permanent de ce qu'ils appellent de l'eau usée et donc des eaux qui contiennent encore beaucoup de déchets radioactifs. Donc elle a besoin d'énormément de... C'est paradoxal à dire comme ça, mais c'est une centrale qui a besoin de courant pour ne pas être un danger. Et les Russes frappant systématiquement toutes les infrastructures électriques qui sont autour de Kiev pour plonger Kiev dans le noir et dans le froid. Et les autorités ukrainiennes essaient de réparer ça en permanence et le plus rapidement possible. Mais donc les drones passent au-dessus de Tchernobyl. Je pense, c'est improuvable, que le tir contre la centrale de Tchernobyl n'était pas un tir volontaire. Parce que ça aurait été une folie pure, sachant que les vents auraient pu ramener les poussières radioactives en Russie, en Biélorussie. En revanche, il y a, et quand j'y étais la semaine que j'ai passée là-bas, il y avait chaque jour et chaque nuit, en gros, une dizaine de missiles ou de drones qui passaient au-dessus de la centrale de Tchernobyl. Donc c'est ça que je trouve absolument sidérant, c'est que dans le cadre de la guerre, alors certes, les Russes ne respectent absolument pas les lois de la guerre, s'il y a encore des lois de la guerre, mais ils prennent un risque gigantesque en tirant des drones et des missiles qui passent vraiment au ras de la centrale de Tchernobyl. Les Ukrainiens, vous le savez, ont développé des techniques d'interception absolument prodigieuses. Ils ont placé depuis cet incident de février 2025 des unités très spécialisées avec lesquelles on était, qui en gros essayent d'éviter que les drones s'approchent trop près de, quand ils le peuvent, ils abattent les drones un peu avant qu'elles ne survolent la centrale. Alors bien entendu, ça a aussi pour objectif de protéger la population ukrainienne, mais c'est surtout dans l'idée d'éviter qu'une nouvelle catastrophe comme celle-là se produise. Et juste pour terminer, voilà, je pense que maintenant beaucoup de gens ont compris en Europe de l'Ouest, pas seulement par mon reportage, mais par d'autres aussi, il y a eu des grands papiers dans Le Monde, dans Le Figaro, en France, que la centrale de Tchernobyl était
très en danger, mais qu'elle n'est pas réparable en temps de guerre, puisque la plupart des compagnies qui pourraient le faire ne veulent pas envoyer des ingénieurs et des spécialistes parce que la zone reste dangereuse. Les estimations qui ont été données ces derniers jours, par des gens beaucoup plus compétents que moi, c'est qu'il faudrait à peu près 500 millions d'euros. Le coût des réparations est à peu près 500 millions d'euros pour rendre la structure de nouveau étanche et solide. Voilà, j'en ai terminé. Je suis évidemment disponible pour des questions un peu plus tard. Merci beaucoup, Lucas. C'est très bien résumé, fascinant aussi, intéressant que le reportage. J'encourage vraiment tout le monde à le visionner. Ce tourisme des confins et des extrêmes, c'est assez intéressant aussi. Ça, c'est bon, c'est une spécificité des pays démocratiques. Je pense que ça n'existe pas partout. Bon, c'est toujours risqué, mais voilà, ça se serait passé en Russie. Je pense qu'ils n'auraient pas été traités aussi bien. Euh, J'aurais peut-être une question plus tard, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, j'invite les personnes qui auraient des questions à vous poser à les mettre dans le chat ou à lever la main et puis on pourra les grouper à la fin. Mais j'aimerais que vous nous parliez peut-être tout à l'heure aussi justement de la perception de l'AIEA, en fait, de comment est-ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a joué un rôle évidemment pour documenter ce qui se passe, que ce soit à Zaporizhia d'ailleurs ou à Tchernobyl, qui n'a pas forcément accès, qui sert un petit peu d'intermédiaire, qui essaie de bon, raisonner les uns et les autres, parce que bon, dans des combats, dans des conflits, euh, il y a de toute façon des responsabilités partagées à un certain stade. On sait très bien à qui est la faute de l'agression en elle-même. Évidemment, c'est la Russie, mais après, au moment des combats, il peut y avoir des erreurs ou des choses qui sont... on ne peut pas, disons, on va être traité de russophobe si on se contente de ne critiquer que la Russie dans cette affaire. Il y a des responsabilités, évidemment, pour maintenir la sécurité du site. En tout cas, les Russes, évidemment, utilisent régulièrement cet argument de propagande probablement, selon lequel les Ukrainiens mettraient en danger aussi la sûreté parce qu'ils utilisent certains, voilà, donc des systèmes anti-drones qui peuvent aussi finalement faire que des débris retombent sur la même structure. Donc, bon, mais comment sortir de cette impasse, ça c'est une autre question. Et puis évidemment, la question du coût, on sait qu'on peut lever des fonds en grande quantité pour réparer la cathédrale de Notre-Dame. Est-ce qu'on serait capable d'avoir une motivation? Il faudrait peut-être une motivation politique et pour lever des fonds, comme vous le dites, donc 500 millions d'euros pour rétablir l'intégrité de l'arche. Ce serait quand même dans l'intérêt de tous. Je vais passer la parole à Anna Valiniec, que j'ai le plaisir de recevoir, qui est donc journaliste bélarusse en exil. Je la laisserai raconter un peu son histoire. Moi, en tant qu'anciennement rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Bélarus, j'ai été confrontée à beaucoup de ces trajectoires individuelles de personnes, donc que ce soit les défenseurs des droits humains ou les journalistes indépendants qui ont été contraints à l'exil par la répression au Bélarus qui a cours donc depuis 30, plus de 30 ans, mais plus particulièrement depuis 2020. Et donc, il a conduit beaucoup de gens en exil. Et donc, de là où elle se trouve maintenant, Anna continue de documenter donc, ce que font les activistes environnementaux de son pays. Et voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour m'inviter. C'est l'honneur pour moi. Euh, oh mon Dieu, je suis un peu nerveux. Parce que d'habitude, j'utilise pas mon français pour telle discussion, donc si quelque chose ira mauvais, ou juste me demander. Ah, je voulais demander combien de temps j'ai pour parler, comme 10 minutes? Oui, 10-15 minutes, c'est Ah, très bien. bon, parfait. Donc, oui, je rencontre qui je suis. Je m'appelle Anna, je suis originellement de Belarus. J'ai déménagé à Vilnius en 2021. Maintenant, je travaille ici en exil comme une journaliste et depuis je ne sais pas combien d'années. Et
On peut dire que mon premier texte sur l'environnement, c'était le texte sur les discussions sur une station nucléaire, si l'on va le construire ou pas, en 2009. Oui, donc je suis ce sujet pendant longtemps. Et l'horizon, c'est ce que je viens originellement d'une région très propre. Il y a pas de contamination là-bas. Et chez nous, on aime beaucoup. Je suis d'une petite ville. Et chez nous, on aime beaucoup des rivières, des forêts. Et maintenant, cette nouvelle station nucléaire, elle est construite dans une cinquantaine de kilomètres de ma ville natale. Donc, ce sujet, c'est très important pour moi personnellement. Donc, j'ai le plan. Je pensais quoi, quoi je pourrais vous raconter? Qu'est-ce que vous pouvez pas lire par l'internet? Donc, j'essaierai de faire un raccourci, de donner un peu de contexte quotidien. Et aussi, je vais parler à quelques circonstances politiques et dans le contexte autoritaire. Hum, Dans l'année 1986, mes parents, ils ont juste acheté une maison nouvelle et ont déménagé au mois d'avril. On n'a pas arrêté ce processus, mais ils n'ont pas allé aux démonstrations du 1er mai qui passaient partout dans le pays. C'était plus ou moins obligatoire d'y aller, mais ils l'ont refusé. C'était comme pas trop important dans le contexte, si on parle de contexte autoritaire, tu es toujours obligé d'être une partie de quelque chose, des démonstrations ou des discussions sur la construction des stations nucléaires. Euh, donc, ouais. Moi, je suis née un petit peu plus tard, donc je j'ai pas aucun souvenir personnel. Et mes parents, ils disaient que dans les jours juste après l'incident, il était dans la forêt et il se promenait et il avait des marques rouges dans les pieds je sais pas pourquoi, et il avait comme un goût métallique euh, dans le tongue. Je sais pas comment ça travaille, c'est juste comme la mémoire orale. Et donc, mais c'était presque tout. Je devrais lire des livres et dans les bibliothèques, j'ai trouvé. Vous connaissez des petits enfants, ils n'ont pas d'empathie. C'est pas comme c'est pas la même chose comme pour les adultes. Donc tu peux regarder le télé quand on tue des gens. Et j'étais tout petite, comme 9 ans, 10 ans, quand j'ai lu une supplication d'Alexievitch. C'est un livre très célèbre sur cette catastrophe de Tchernobyl. Maintenant, il y a 1 an, j'ai essayé de la lire de nouveau. C'est pas possible, c'est trop mauvais, c'est trop cruel, tout ce suffrage des gens. Euh, mais quoi est unique par rapport à ce livre, c'est que à cause de ce contexte de l'Union soviétique et après du Bélarus, euh, il n'y avait pas de propre documentation de cette catastrophe. Donc, il y avait des rapports de MAGATE et c'est ce livre qui est l'œuvre littéraire. C'est pas exactement une documentation, mais c'est maximalement détaillé, description des conséquences de cette catastrophe pour les gens. Oui, donc on connaît, tout le monde connaît ce livre en Bélarus, bien sûr. C'est une chose très évidente pour les Bélarusiens. C'est pas seulement qu'en France et qu'on connaît bien ce livre. Euh, oui, donc quoi, c'était après. Tout le monde connaît le 26 avril, c'est aussi évident, mais aussi en Bélarus, c'est évident que tu peux pas juste aller à la rue et dire qu'est-ce que tu penses à ça, dire que les gens souffraient, qu'il n'y a pas assez de mesures
contre des conséquences. Euh, Parce que c'est plutôt interdit. On peut simplifier une description de problème. C'est juste plus ou moins interdit et tu risques d'être sur les répressions, être détenu. Et après la détention, tu peux avoir des problèmes à l'école ou à l'université ou à ton travail. Tu peux être forcé de quitter ton travail. Et maintenant, par exemple, c'est devenu beaucoup plus pire il y a 5 années. Maintenant, cette démonstration se passe à l'étranger. Pour les Bélorussiens, on les fait à l'étranger parce qu'en Bélarus, c'est trop dangereux. Pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire trop dangereux. Par exemple, une des participants de cette action, c'était une partie de verre en Bélarus. Vous connaissez comme le parti de verre en France, oui. Mais cette partie a été liquidée et comment dire, une personne principale, comment on les appelle? Le dirigeant, il s'appelle Dmitri. Il est passé en prison 1 an et demi pour rien, pour juste être dans cette partie. Donc, oui, tu peux légèrement, simplement s- se trouver dans la prison si tu viens protester. Euh, donc, c'est le contexte autour des possibilités d'articuler ton opinion et s'il y a quelqu'un problème. Et même si ce problème est trop évident comme la situation avec le Tchernobyl et des conséquences. Un autre truc, c'est par rapport à la construction de stations nucléaires de l'Ostravets. Euh, Depuis mon enfance, pendant toutes mes années dans l'école, on était dit que Bélarus, c'est un pays pas nucléaire. Mais ce narratif est complètement changé euh, à travers de dernières 15 ans. Maintenant, je ne sais pas si on l'a gardé en effet en constitution. Je sais pas, j'ai juste pas regardé, mais maintenant on a une station nucléaire, on veut construire la deuxième. Aussi, on parle par rapport aux armes nucléaires avec la Russie pour les garder dans le territoire de Belarus. Donc, ça a changé significativement. Et aujourd'hui, aussi, on mentionnait des conventions internationales, euh, en particulier une convention d'Espoo et deux conventions d'Orcus. Donc, à l'époque, Bélarus était une significatrice. Elle était une partie de tous les deux de ces conventions. Euh, mais pas maintenant. Elle est sortie de Conventio d'Orcus, mais jusque maintenant, elle est une partie de Conventio d'Espoo. Mais elle fait des violations de tous les deux. Euh, et elle la faisait durant la construction des stations nucléaires d'Ostrovets, parce que l'opinion de Lituanie, dans le contexte d'échange de l'information transfrontière, une opinion de Lituanie, la position et quelqu'un euh, d'échange de l'information n'était pas proprement considéré. Et, et si on parle de convention d'Orfus, donc l'opinion des citoyens n'était pas considérée proprement non plus. Ce que je essaie de dire, que tu peux pas aller à la rue, mais non plus, bah, tu peux aller à la discussion, mais et tu peux écrire des lettres ou discuter les documents, mais c'est pas sûr que tu pourrais changer une décision principale. Par exemple, dans les documents pour la construction de stations nucléaires de l'Ostrovets, euh, il devrait y avoir quelqu'une option de délocation de cette station, mais en effet,
euh, tu peux pas les changer. Donc, le choix, c'est une illusion. Mais tu peux changer quelques petits détails. Donc, c'est ton maximum de participation et c'est une autre, et c'est aussi une difficulté au contexte autoritaire que tu peux pas vraiment changer des décisions qui ont été déjà faites au niveau politique. Euh, on dit que c'est bon parce que Lukashenko peut mener ce pays vers le futur brillant et clair. On verra. On verra parce que on espère qu'il y aura pas d'accident significant dans cette nouvelle station. Mais en effet, l'expérience précédente des quelques plus petits accidents sans, sans la sortie de radiation à l'environnement, mais il y avait quelques accidents, euh, il n'y avait pas de propre information pour le public. Donc, il y a une pause entre le truc qui se passe dans la station et l'information publique. Donc, on considère une possibilité que s'il y aurait quelqu'un en accident sérieux avec la sortie de la direction de radiation dans l'environnement, on a doute qu'on recevrait une formation propre autant vite. On a peur que se passera la même chose comment c'était avec le Tchernobyl, quand les gens ont reçu l'information grâce à Suède. Hum, je pense que c'est tout concernant de temps. Que je pas plus de temps, oui. Si tu veux encore ajouter quelque chose, aucun problème. Euh, on voulait parler des répressions, hein. Quand on parle de Belarus, c'est toujours pas sur les répressions. Donc, je peux ajouter que depuis l'août de 2020 jusqu'au l'avril 20 2024, plus de centaines de l'NGO écologiques étaient liquidées. Et, oui. Et tu es parti de vers aussi. Hum, c'est plutôt tout de mon côté, mais si vous voudriez connaître quelque chose en particulier, je pourrais raconter. Merci beaucoup, Anna, et merci pour ton témoignage et bravo pour ton français. On sait que c'est une langue difficile. Euh, j'ai beaucoup aimé comment tu as rappelé que le droit à la liberté de réunion pacifique, malheureusement, il peut être détourné aussi avec cette participation forcée aux manifestations, le 1er mai, par exemple, participation forcée à des syndicats, donc la liberté d'association donc, qui est détournée. Et donc, oui, les violations dont le Bélarus se rend coupable, elles sont nombreuses dans tous les domaines des droits humains. Et c'est pour ça d'ailleurs que même Svetlana Alexeyevitch, donc l'autrice dont tu as rappelé un des livres, hein, donc La supplication, qu'elle a publié 10 ans après l'accident sur la base de discussions qu'elle a eues donc avec beaucoup de gens. C'est un livre qui est très puissant Svetlana a d'ailleurs elle est titulaire du prix Nobel de littérature. Et Ouais. oui, elle, comme l'autre prix Nobel bélarusse bien connu, donc Ales Bialatsky, le directeur de l'ONG Viasna, vivent en exil parce qu'on sait bien que voilà, pour des gens comme ça, des esprits libres et qui osent dire la vérité sur les choses au Bélarus, risque évidemment donc la prison. Alias a passé presque 5 ans en prison pour la deuxième fois. Il en est sorti à Noël. Euh, J'ai Tu as oublié parlé quelque de, chose. c'est pas un problème. Tu as parlé de magaté, je me permets de traduire, donc c'est comme si c'est le terme russe pour dire de l'AIEA, hein, n'est-ce pas, et Merci. non, non, mais c'est pas un souci. Et donc merci d'avoir évoqué Astravets. Dans moi, ce que je retiens aussi, c'est que le Bélarus
n'a pas vraiment besoin de cette centrale nucléaire. Bon, certes, il y a eu la fermeture de la centrale d'Ignalina en Lituanie parce elle était pour le coup, c'était un des derniers réacteurs en activité qui était de type RBMK, comme le type de celui de Tchernobyl qui a explosé. Les autres réacteurs nucléaires que construit la Russie aujourd'hui répondent à une autre technologie qui est considérée quand même plus sûre. Donc, on les appelle VVER. Il y a donc 2 unités opérationnelles à Straviec, deux qui sont donc en Hongrie, et donc Corentin Léotard nous en parlera très bientôt. Et puis il y en a aussi 4 en construction à la centrale d'Akuyu en Turquie, mais c'est à peu près donc les seuls. En Russie même, en revanche, il y a toujours des réacteurs de type RBMK qui sont en activité, apparemment une dizaine, 3 à Smolensk, 2 à Kursk et 2 à Sosnovyï Bor qui se trouve donc dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Donc là, on est de nouveau quand même à proximité des frontières européennes. En cas d'accident, de toute façon, comme on le sait bien, c'est pas les frontières qui arrêtent quoi que ce soit. Et la proximité, oui, certes, peut exposer les gens plus aux radiations, mais évidemment, si on parle donc maintenant des puissances atomiques aussi importantes, évidemment, tout le monde serait concerné. Et à ma connaissance, en Biélorussie, il y a aussi actuellement des discussions sur l'ouverture d'un centre de stockage des déchets nucléaires, Oui, bien ce sûr, ce qui bien pose la sûr. question aussi de la dépendance de nouveau du Bélarus à la Russie, puisque donc la construction d'Astravets, elle a été rendue possible grâce à un crédit d'une banque Mm. russe. Le combustible qui est fourni, c'est du combustible russe. Donc, en fait, le Bélarus se retrouve dans un espèce de circuit fermé et probablement que si un troisième enfin, une deuxième centrale était construite, ça pourrait être aussi pour satisfaire les besoins russes, puisque les Européens ont évidemment signalé qu'ils ne voudraient pas acheter l'énergie, Non. l'électricité qui est produite en Biélorussie. Là, c'est pour des raisons politiques. Donc, on peut se poser la question de l'utilité de ces centrales aussi. Et une dernière chose sur le Bélarus ne manque pas de cynisme, le gouvernement du Bélarus ne manque pas de cynisme et il se trouve qu'il détourne aussi les conventions qu'il viole et il a utilisé par exemple, il invoque la convention d'Espoo contre la Pologne au sujet de la construction d'un mur, enfin d'une barrière à la frontière commune qui traverse une région, qui traverse notamment la forêt primaire de Białowieża et donc le Bélarus utilise la convention pour dire, ben, attention, c'est quand même mauvais pour la faune, puisque normalement, c'est dans cette région qui est aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO comme donc, région transfrontalière protégée normalement, avec une zone d'exclusion justement pour protéger la faune et la forêt primaire. Avec la construction de ce mur, évidemment, les troupeaux, les animaux ne peuvent pas circuler normalement comme ils le faisaient autrefois. Mais bon, on oublie de rappeler que la raison pour laquelle cette barrière a été construite, c'est parce que le Bélarus a orchestré une forme d'attaque hybride contre la Pologne en acheminant des milliers et des milliers de réfugiés de pays tiers pour les masser à la frontière polonaise et pour qu'ils constituent un point de discorde au sein de la Pologne et dans les relations de la Pologne avec ses partenaires européens. Euh, Arrêtons ici les digressions, je m'excuse et je vais maintenant donc donner la parole à Corentin Léotard, donc, qui lui est basé, si je ne me trompe pas, à Budapest, qui C'est a ça. dû avoir énormément de travail ces dernières semaines avec l'actualité politique du pays. Il y a eu des élections récemment et que je remercie beaucoup donc d'apporter lui son éclairage sur une région, donc un pays, la Hongrie, qui justement lui n'a pas de scrupules, en tout cas sous le gouvernement de Viktor Orban, n'a pas eu de scrupules à se lier donc dans des partenariats nombreux avec la Russie, y compris donc dans le domaine nucléaire. Et donc, voilà, je laisse nous en parler, pareil, pour une quinzaine de minutes. Merci.
Euh, Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Oui, bien sûr, c'est la centrale de Pâques, le projet nucléaire en cours est vraiment même le point de rapprochement ultime entre Budapest et Moscou. Euh, à l'heure actuelle, il y a quatre réacteurs nucléaires à Pâques, qui est une ville à 100 km au sud de Budapest, au bord du Danube, qui refroidit la centrale. C'est des réacteurs de conception soviétique VVER sont entrés en service dans les années 80. Donc là, ils ont plus de 40 ans et commencent à se faire vieux, mais ils sont encore en activité pour 15 ou 20 ans, je crois. Et, euh, et donc, depuis le mois de février, le projet PAX 2 de construction de deux nouveaux réacteurs russes par l'entreprise Rosatom est officiellement en construction, selon la classification officielle de l'AIEA. Parce qu'en février, c'est produit ce qu'on appelle la coulée du premier béton. C'est vrai que les réacteurs sont pas encore du tout construits, on en est loin. Pour le moment, il y a un énorme trou qui est, je sais pas si vous pouvez voir, ah non, ouais, on verra pas. Voilà, il y a un énorme trou et le coulé de béton, voilà, on coule une dalle en fait pour isoler du sous-sol et des eaux souterraines, etc. En présence de l'AIEA, de beaucoup de journalistes russes, etc. C'est pas un hasard si ça s'est produit peu avant les élections, parce c'est un projet qui a beaucoup de retard, et il fallait au moins un premier succès à Orban euh, à quelques semaines des élections. Et donc ce projet PAX 2 a été décidé en janvier 2014. Euh, le parti Fidesz de Viktor Orban arrive au pouvoir en 2010 et il, il prépare un appel d'offres international pour agrandir la centrale. Et l'appel d'offres doit comprendre le russe Rosatom, le français Areva à l'époque, l'américain Westinghouse, il y a aussi les Sud-Coréens, une entreprise chinoise également. Euh, et finalement, en janvier 2014, on apprend que le gouvernement a décidé de mettre le projet dans les mains de Rosatom sans le moindre appel d'offres, sans la moindre consultation, sans le moindre débat parlementaire, citoyen ou de quelque nature que ce soit. Et donc ça a provoqué la stupeur parce que euh, bon, la Hongrie n'est ni russophobe ni russophile. Disons qu'elle préfère se tenir un peu à l'écart des Russes. Il y a le souvenir de 56, de l'écrasement du soulèvement anti-soviétique qui est quand même dans les mémoires. Et voilà, lier son destin pour des décennies à la Russie, ça a vraiment surpris et choqué beaucoup de gens, notamment au sein du parti d'Orban, de la droite hongroise, qui est quand même, enfin, qui est vraiment pas russophile. Euh, et donc, au final, on n'a jamais eu vraiment l'explication de pourquoi le gouvernement d'Orban a décidé en faveur de Rosatom. Il y a plusieurs théories. Orban lui-même était relativement anti-russe. Il a commencé sa carrière en disant les Russes dehors en 1989. En 2008, quand la Russie a envahi la Géorgie, euh, il estime que l'OTAN et l'Union européenne doit s'étendre aussi vite que possible à l'Ukraine pour qu'elle ne soit pas menacée à son tour. Et alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un renversement total où Budapest et Orban sont complètement alignés sur les intérêts géostratégiques du Kremlin contre l'Ukraine. Euh, et donc, voilà, on peine à expliquer, et Orban lui-même peine à expliquer ce revirement stratégique qui est produit en 2009, peu avant qu'il revienne au pouvoir. Il est encore dans l'opposition et il fait un voyage à Moscou avec le grand argentier du parti. Et là, on ne sait pas ce qui va se dire entre lui et Poutine, mais c'est vraiment la date qui est le pivot, et on a un revirement à 180 d'une position anti-russe à pro-russe de Viktor Orban. Est-ce que les Russes avaient un compromat sur lui? C'est une théorie qui circule, qui est plus ou moins étayée, mais ça reste une théorie conspirationniste, hein. Donc on n'a pas de preuves, hein, j'insiste. Le plus probable, c'est qu'ils se soient rendus compte
qu'il y a des bonnes affaires avec la Russie et notamment des possibilités de corruption importantes. Voilà. Et donc, 2014, ce projet est mis dans les mains de Rosatom. Quelques semaines après, la Crimée est annexée illégalement par la Russie. Et donc, on va avoir un effet. La Hongrie va aller à l'opposé de l'Europe qui se détache, qui prend ses distances avec la Russie. Et là, on va avoir vraiment le chemin inverse de Budapest qui se rapproche de Moscou. Et ce rapprochement va ne faire que s'intensifier pendant une décennie jusqu'à aujourd'hui, où on a un alignement géostratégique complet et une inféodation même des intérêts de Budapest à Moscou, comme l'ont montré par exemple récemment les conversations entre le ministre hongrois des Affaires étrangères et son homologue Lavrov, qu'il tenait informé du contenu de tous les conseils européens, par exemple. Ça, c'est des révélations qui ont été faites ces dernières semaines. Euh, voilà. Donc, Crimée 2014, 2022, le projet est toujours en cours avec du retard. Euh, Budapest aurait pu faire le choix de rompre le contrat, parce que c'est tout à fait possible. Ça coûte très cher, ça aurait fait perdre du temps, mais c'est possible. Avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Euh, Pendant quelques semaines, il a été au sein du gouvernement, on a quelques informations qui laissent penser qu'il y a eu vraiment, on a réfléchi à continuer avec Rosatom ou pas. Pas pour des questions de morale ou de soutien à l'Ukraine, pas du tout, mais parce qu'on craignait que des sanctions sur le nucléaire russe compliquent le travail et fassent prendre encore plus de retard, voire l'empêchent complètement. Les Finlandais avaient un projet très similaire à PAX 2, avec pareil la construction par Rosatom de VVER 1200. Et ils ont fait le choix de tout arrêter au motif de l'occupation illégale des centrales de Tchernobyl et des Zaporijjia par l'armée russe. Les Hongrois étaient bien embêtés parce qu'ils comptaient sur les Finlandais qui étaient un peu plus avancés dans le projet pour ouvrir la voie. Euh, Parce que c'est très difficile à mettre en œuvre ce projet. Le projet il a beaucoup de retard parce que les Russes bon, savent construire des centrales sûres, etc. C'est pas la question, mais par contre, ils ne savent pas le prouver, fournir la documentation nécessaire à l'Union européenne. Euh, L'Union européenne, en Union européenne, on évolue quand même dans un cadre législatif très serré, très restreint. Et donc, la Russie a beaucoup de problèmes à répondre aux critères et aux normes européennes, a beaucoup de mal à obtenir les multiples autorisations nécessaires, hein. Toutes les autorisations sont pas encore là à ce jour, hein. C'est un processus qui est très long. Et donc, cette centrale qui aurait déjà dû entrer en service, finalement, ne verra pas le jour avant 2030-2032, au mieux. Et si elle voit le jour, hein, parce qu'aujourd'hui, ça reste un point d'interrogation. Beaucoup de gens sont sceptiques depuis le départ sur la réalisation, parce que voilà, couler du béton, ça, tout le monde peut le faire, mais tant que les réacteurs sont pas branchés au réseau électrique, il peut tout arriver. Il y a une centrale qui est en construction depuis 40 ans en Slovaquie, pas très loin de Budapest, qui peut en témoigner. Euh, Et bien sûr, le changement de l'alternance politique bienvenue qui s'est produit à Budapest il y a 15 jours euh, remet en cause le projet. Peter Magyar, on verra pas plus, ouais, c'est lui. Peter Magyar veut prendre des distances avec la Russie, veut se retirer progressivement des énergies russes, à savoir gaz et pétrole, et a annoncé vouloir remettre à plat le projet de Pax porté par Rosatom. Euh, il n'a pas accès tout est, l'opacité est totale sur ce projet. Il n'a pas vu les contrats. On ne sait pas quels sont les contrats qui sont passés entre Rosatom et le gouvernement hongrois. Euh, il veut remettre tout ça à plat et sur la base des informations qu'il obtiendra, poursuivre ou non avec les Russes. Euh,
je pense que on peut, euh, on peut penser qu'il n'est pas impossible que Rosatom soit finalement écarté. Et là, par contre, c'est très hypothétique, mais au profit, par exemple, de l'américain Westinghouse. Euh, la ministre hongroise, la future ministre hongroise des Affaires étrangères est relativement proche de Washington. Ça pourrait aider. Et je précise quelque chose que j'ai oublié de dire. Si Rosatom avait damé le pion aux autres aussi, aux concurrents en 2014, du fait qu'ils avaient apporté un prêt. Le projet coûte 12 milliards et demi et était financé à 80% par un prêt de l'État russe à la Hongrie. Ce qui a aidé à faire la décision, même si le prêt n'est pas du tout, moi je pourrais pas vous donner les détails, mais il est pas avantageux hein, pour la Hongrie, hein, ce prêt-là. Et autre précision d'importance, Rosatom va construire deux réacteurs nucléaires Apache 2, dont les systèmes de contrôle-commande seront fournis par le français Framatome, qui devait aller en consortium avec l'allemand Siemens, mais le gouvernement allemand n'a jamais donné son feu vert. D'abord, la coalition avec les Verts au pouvoir à Berlin, et puis mais maintenant le gouvernement, ce qui fait que Siemens s'est officiellement retiré il y a quelques semaines ou quelques mois du projet, laissant un peu les Français et les Russes en tête à tête. Ce qui n'est pas très confortable pour les Français, pour la diplomatie française. Voilà ce que je pouvais dire. Euh, donc voilà, pour le moment, on en est là autour de ce projet. Il y a quand même un point d'interrogation sur la suite. Merci beaucoup, Corentin. Ça a clarifié beaucoup d'aspects, en fait, je pense dont on n'était pas forcément au courant. Euh, euh, Est-ce que je peux oui, apporter une bien précision sûr, importante bien sûr. que je voulais? La, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction en 2015 contre la Hongrie en raison de l'absence d'appel d'offres. Et 1 ou 2 ans plus tard, la procédure d'infraction a été de façon très bizarre et très opaque enterrée. On n'a jamais eu vraiment toutes les informations sur ce qui s'est passé de l'intérieur parce que la Hongrie n'avait pas du tout répondu aux demandes de la Commission européenne, à la procédure d'infraction, etc. Euh, le rôle du commissaire allemand à l'énergie à l'époque, Günther Oettinger, est assez pointé. On sait qu'il était très proche d'un lobbyiste allemand pro-Kremlin et qui a fait beaucoup de voyages entre la Commission européenne, Budapest et Moscou. Là encore, hein, c'est une théorie qui n'est pas étayée, on n'a pas de preuves, mais bon, il y a quand même quelque chose, voilà, opacité au niveau de Budapest, au niveau du contrat avec Euratom, aucun débat public, aucune concertation, etc. Mais aussi opacité au niveau de la Commission européenne, qui, sans justifier, a enterré une procédure contre ce projet. Certainement que ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne s'est dit, on donne le feu vert, en échange de quoi une partie du gâteau ira aux entreprises européennes, à savoir Siemens et Areva, qui est devenu Framatome. Voilà, c'est une des pistes d'explication, voilà, quoi. Mais c'était important de le préciser. Tout à fait, tout à fait. C'est un élément sûrement assez polémique, mais toujours est-il qu'on peut évidemment se demander comment est-ce que le nouveau gouvernement va réussir à se positionner et va éventuellement honorer ses obligations vis-à-vis de ses voisins et vis-à-vis de l'Union européenne, par exemple, s'il n'a pas accès à toute la documentation et en particulier tous les protocoles additionnels secrets qui ont peut-être accompagné la signature de ces accords. Et bon, la Russie, c'est le deuxième pays au monde en termes de construction de réacteurs. Le premier, c'est la Chine, qui apparemment n'est pas beaucoup plus transparente, n'est-ce pas, quand il y a cette technique aussi d'accorder des prêts ou des prêts liés. Elle permet évidemment quelque part de vassaliser un certain nombre de pays et donc toute la question ensuite de la souveraineté, de l'indépendance des pays concernés, elle se pose indépendamment du fait qu'évidemment, une fois qu'on a signé un contrat sur des sommes aussi
pharaonique, on ne peut pas en sortir, renoncer à, à la construction peut coûter extrêmement cher aussi en pénalité, etc. Donc, c'est ces deux aspects qui sont, à mon avis, assez complémentaires. Il nous reste 25 minutes pour prendre les questions éventuelles du public. Je vois déjà dans le chat les questions donc de Jacqueline. J'y réponds brièvement parce que c'est des éléments que j'avais évoqués dans mon introduction, donc sur la convention, les conventions d'Espoo et de Aarhus, si je crois que ça doit être ça la prononciation appropriée. Est-ce que l'Europe peut intervenir au niveau de la France pour contraindre à la fermeture des installations qui ne sont plus conformes? Alors, je ne sais pas si déjà conforme à quoi. Bon, d'après ce qu'on en sait, les installations françaises, elles sont quand même assez surveillées. La sécurité des centrales, elle n'est pas mise en cause. C'est un parc qui est vieillissant avec des incidents techniques récurrents. Donc, il y a des contrôles qui sont renforcés par une agence nationale, hein, la SNR. Au niveau européen, je ne sais pas s'il y a exactement une forme de contrôle et en tout cas probablement pas de contraintes concernant ces installations. En revanche, ce que nous a expliqué donc Lucas à propos de cet accident et de la manière dont l'accident qui s'est produit sur l'arche de Tchernobyl l'année dernière, la chute de ce drone, c'est évidemment une question qui se pose, à mon avis, en France aussi, c'est la sûreté des installations face au risque terroriste ou au risque donc, de guerre qui n'était même pas envisagé dans le cas ukrainien. Maintenant, c'est une réalité à laquelle beaucoup de gens en Europe sont confrontés et réfléchissent et envisagent pour un avenir plus ou moins proche. Donc, évidemment, on peut se poser la question de la sûreté de ce point de vue-là des installations, mais ce n'est pas leur fermeture qui pourrait faire grand-chose. Quant à la question concernant la Chine et les États-Unis, est-ce qu'ils sont tenus de respecter cette convention d'Espoo? Non, parce que c'est une convention qui a été proposée par la commission, donc la partie européenne de l'ONU, et si la Russie et les États-Unis l'ont signée, elles ne l'ont jamais ratifiée, à l'inverse du Canada, qui lui est donc une partie. Donc, comme quoi, la convention d'Espoo, parce qu'elle pose ce principe donc de la transparence et du devoir de notification dans un contexte transfrontalier, elle est quand même très utile et donc il y a eu des pays au-delà du continent européen qui l'ont signée, donc le Canada, mais les États-Unis ne sont pas plus liés que la Russie par cette convention puisqu'ils ne l'ont pas ratifiée. Je voulais donner la parole aux panélistes d'abord, parce qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Je vous invite à les poser ou à lever la main. J'espère que je verrai tout, parce que je vous verrai lever la main si vous le faites, n'hésitez pas. Mais donc, proposer aux panélistes entre eux s'ils avaient des questions à se poser les uns aux autres. Euh, Réagir peut-être euh, Lucas, Anna. Moi, j'avais une question pour Anna. Comment est-ce qu'au Bélarus, l'accident, enfin, j'ose pas qualifier d'accident, l'attaque russe le drone qui a touché l'arche de Tchernobyl, comment ça a été perçu? Est-ce que l'information a été masquée, le drone de février 2025? Est-ce que c'est quelque chose qui a créé une inquiétude? Je ne parle pas des autorités, évidemment, mais plutôt de la population, de ce que vous en savez, de ce que vous pouvez en savoir, étant donné que Tchernobyl est quand même extrêmement proche. Moi, je suis allé avec les Mm. unités de l'armée ukrainienne en patrouille le long de la frontière biélorusse. C'est à même pas 10 kilomètres Tchernobyl n'est à moins de 10 kilomètres du Bélarus. Honnêtement, je sais pas exactement est-ce qu'on disait quelque chose sur le drone ou pas. Euh, je suis pas, mais je peux dire que qu'est-ce qu'on parlait en général sur le Tchernobyl et sur l'armée russe proche de Tchernobyl, hum, donc comme ça, si vous voulez. Hum, on était concerné beaucoup au niveau quotidien, on parlait beaucoup des conséquences possibles de cette guerre.
parce que l'armée passait tout proche de Tchernobyl et on toujours avait du peur que quelque chose va passer de mal. Parce que la guerre, c'est la guerre, on peut, des armes peuvent être trop près de cette station nucléaire, mais sur le drone, je ne me souviens pas parce que en général, parfois, il y a quelqu'un en drone. Il y avait en drone au sud de Belarus, dans quelques villes ou villages, on en parlait beaucoup. On a toujours eu peur que la guerre, elle s'ira au territoire de Belarus, mais c'est au ce niveau-là. Aux médias officiels, honnêtement, je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup d'informations. Typiquement, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je ne sais pas, mais il y avait un truc qui a étonné tout le monde. Vous mentionnez des soldats russes qui étaient proches de Tchernobyl et il y avait une chose qui étonnait beaucoup du monde. Ils faisaient cet endroit pour se cacher dans la forêt, mais le truc était qu'ils ont fait ça aux forêts rouges. Il y a la forêt rouge tout près de cette zone très contaminée et on comprenait pas comment c'est possible. C'est trop évident que c'est le territoire très dangereux, mais on a découvert que ouais, c'est aussi évident que la Russie, c'est un pays très grand. Et on réalisait pas, on imaginait pas qu'en effet, il y a des régions en Russie où presque personne ne sait pas qu'est-ce que c'est que le Tchernobyl. Et des soldats en Ukraine, certains d'eux, ils étaient de cette Russie éloignée de Bélarus et ils ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est que le Tchernobyl. Ils se trouvaient là-bas. Ils n'ont pas vraiment réalisé qu'est-ce que c'est trop dangereux. Oui, donc cette chose, il y avait beaucoup de résonance comme ça. Merci. Merci à vous. Moi, j'aurais une question pour Anna. Oui. Quand est-ce que Loukachenko va tomber? Et, est-ce qu'il y Vous, a quand même quelques motifs d'espoir que de voir sa vous, chute à moyen court terme, quoi? vous connaissez des cartes de tarot? C'est le genre le plus populaire à YouTube pour comprendre comment elle va se tomber. Et parce que, en général, on pensait que ça va passer, ça devrait passer à 2020, mais il a survécu tous les, comment dire, les prognoses, et tous les analytiques politologiques. Mais en général, euh, certains gens ou analytiques, ils disent que c'est possible après des élections prochaines, qu'ils seront dans 2030, je pense plus ou moins comme ça. Euh, il a, il a dit comme ça quelques fois, mais c'est pas sûr parce qu'il toujours, je sais pas, il juste rêve un peu. Mais il est un peu vieux, donc il a 70 ans ou quelque chose comme ça. 10 ans, 15 ans, je sais pas. Hmm, d'accord. Personne ne connaît pas. Merci. Et Loukachenko en place donc depuis 1994, élu démocratiquement, mais réélu avec des violations massives, des manipulations à chaque fois, ce qui est quand même bien encore une illustration. Et c'était peut-être, si on n'a pas d'autres questions, une chose que je voulais ajouter, c'est que on, malheureusement, les régimes autoritaires, en fait, on peut leur donner les clés de la maison, mais ils vont pas les rendre. C'est pour ça que c'est aussi important pour nous qui avons la chance de vivre dans des pays démocratiques, ou plus ou moins, de montrer notre attachement à ces valeurs, à ces principes et de se mobiliser pour défendre la démocratie, les droits de l'homme et le droit à l'information, etc., etc. Et donc, voilà, ça me tenait à cœur d'inviter une Bélarusse. J'ai malheureusement pas pu trouver
d'intervenantes ou d'intervenants ukrainiens francophones. On tenait à faire ce séminaire, ce webinaire en français, mais bon, c'est que partie remise. Euh, je crois que les participants, les attendees, donc excusez-moi cet anglicisme, euh, n'ont pas la possibilité de prendre la parole directement, mais ils peuvent lever la main ou poser leurs questions dans le chat. Si on n'a pas de questions, comme on est dernier appel, comme on est quand même dimanche soir, qu'on a tous une semaine qui s'annonce demain, et puis qu'on veut peut-être regarder, donc comme nous sommes le 26 avril, il y aura peut-être encore d'autres émissions consacrées ce soir à Tchernobyl, à la mémoire de Tchernobyl et à tout ce que moi je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont parues, qui étaient à la radio, à la télévision, etc., des articles dans la presse. Donc c'est important qu'on en parle. Finalement, il faut ce triste anniversaire pour qu'on en parle, alors que les conséquences, elles sont toujours là. Et j'espère qu'avec voilà, ces regards croisés qu'on a portés sur l'événement, on a apporté donc des éléments, peut-être notre touche à nous. Euh, Proches ou membres ou sympathisants donc, des écologistes sur cet aspect, cette interaction entre le nucléaire civil, ces installations potentiellement dangereuses et la nécessité d'un contrôle citoyen, le fait que c'est important d'avoir donc une liberté d'expression. Et donc voilà, je suis très fière d'avoir pu convier trois journalistes à l'exercer, cette liberté des médias qui nous tient aussi extrêmement à cœur. Donc je crois qu'on va en finir là, sauf si vous avez des derniers commentaires à faire. Je vois un chat qui a faim chez Hanna. Eh bien, merci. Alors, je vais clore ce séminaire en remerciant les panélistes et les participants d'être restés jusqu'au bout. Et donc, j'espère vous revoir prochainement pour un autre événement qu'on pourra organiser sur un thème connexe dans le cadre de cette campagne pour les élections consulaires dans laquelle moi je m'engage en vous rappelant que donc, voter, c'est important. Ça aussi, c'est un droit qu'on a et qu'il faut utiliser. Donc pour les élections consulaires qui auront lieu le 31 mai à l'urne et du 22 au 27 mai par Internet. Et voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite À une vous. bonne fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci.